Got your gift. Exactly for what I am. And you've got what it costs. Exactly for the things that I do. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce vlog qui sera consacré à The Queen's Gambit, ou le jeu de la dame en version française, avec Anya Taylor-Joy dans le rôle principal, celui de Beth Harmon, une enfant prodige des échecs qui deviendra une jeune femme prodige des échecs et dont on va suivre la carrière jusqu'à ce qu'elle participe aux championnats internationaux d'échecs qui sont d'habitude remportés constamment par les Russes et qu'elle va peut-être être la seule américaine à avoir une chance de remporter et donc peut-être remporter. J'en ai énormément entendu parler en fait et c'est ça le truc qui m'a poussé à regarder la série, c'est que tout le monde en a parlé partout. Toujours en disant que c'était sensationnel et que c'était absolument génial, etc. Je vous avoue que quand j'ai énormément de retours comme ça, souvent j'ai un doute et une appréhension avant de regarder le truc. Notamment quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment rendre si intéressant que ça la grandeur et la décadence d'une joueuse d'échecs, même si elle est très jeune et très mignonne, parce que c'est Anya Taylor-Joy et qu'elle est sublime. Est-ce que vraiment on peut réussir à rendre cette histoire-là aussi intéressante que ça? Ça va, des génies qui sombrent dans l'alcool et dans la drogue, on en a vu des milliers d'histoires comme ça, est-ce que c'est vraiment si fascinant que ça? Eh bah oui, parce que putain, quand j'ai commencé le premier épisode, je n'ai pas pu m'arrêter, je les ai tous enchaînés, et si le 7e épisode n'allait pas commencer à se jouer à 5h du mat, j'aurais probablement fait les 7 d'une traite, mais à 6h du mat, je me suis dit non, faudrait que je me calme là quand même, faudrait que j'arrête. Je suis rentré dedans à fond, et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à en ressortir. Et j'ai même été très déçu qu'il n'y ait plus qu'un seul épisode à regarder le lendemain, parce que donc c'est 7 épisodes au total. Ça m'a surpris, je m'attendais à une série en 6 ou en 8 épisodes, mais 7, c'est très bizarre je trouve. Et du coup quand j'ai vu le 7e épisode, j'étais oh bah non c'est fini maintenant, je m'étais fait 6 épisodes la veille, là j'en avais plus qu'un, j'étais oh, pas assez. Donc aussi surprenant que ça puisse paraître, et bah oui c'est absolument fascinant, et finalement quand il réfléchit un petit peu, c'est assez logique, d'une part parce que c'est très bien filmé, mais d'autre part parce que c'est un jeu d'échecs, et chaque partie d'échecs est un conflit. Et les scénarios ne sont que grandis par du conflit. Si le conflit est bien écrit, bien sûr, mais chaque scénario est emporté et devient encore plus intéressant et fascinant pour le lecteur quand on a des confrontations très fortes entre deux personnes, et chaque partie d'échecs, c'est une nouvelle confrontation très forte. Et puis surtout, chaque partie est bourrée de retournements, quoi. Bon, certaines passent plus vite que d'autres, mais quand on se concentre vraiment sur des parties, à n'importe quel moment, la situation peut se retourner à l'avantage de telle ou telle personne, de tel ou tel joueur, et comme il y a autant de retournements en si peu de temps, du coup tu restes investi dans la partie parce que tu te dis merde, qu'est-ce qui va se passer, ça va être quoi la suite, est-ce qu'elle va être en difficulté, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir. Toutes ces péripéties, en fait c'est des péripéties au cours de parties d'échecs. Ça inclut le spectateur dans ce qui est en train de se passer à l'écran, dans le récit, et à chaque fois du coup ça te donne envie de voir le personnage continuer à avancer, de le voir continuer à progresser, à évoluer. Et c'est vrai que du coup c'est assez addictif de voir le parcours de ce personnage, qui pour le coup a un vrai parcours du héros, quoi. C'est qui démarre assez naturellement puisque c'est une jeune fille, on démarre quand elle a, je sais pas, 6, 8 ans, un truc dans ce genre-là, donc on l'apprend quand elle est très très jeune, et on regarde son parcours dans le monde des échecs, jusqu'à ce que son parcours dans le monde des échecs la ramène au monde normal, entre guillemets, le reste du monde, puisque sa victoire face aux Russes va devenir un enjeu aussi dans cette guerre froide qui a lieu à cette époque dans les années 60, puisque si vous ne le savez pas, la série se déroule dans les années 60. Comment est-ce que les auteurs des scripts et les réalisateurs des épisodes ont réussi à nous passionner donc pour la vie de cette joueuse d'échecs? Tout est focalisé sur le personnage de Beth, et c'est donc ses caractéristiques qui sont les principaux points d'accroche, points d'attache pour prendre le spectateur et l'amener dans cette histoire-là. Un personnage de génie, généralement, ça fascine un petit peu les foules, ça fascine un petit peu les gens parce que, grosso modo, on aime beaucoup voir des gens intelligents à l'écran. Alors je dois l'avouer, je suis pas ultra fan des échecs, j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais petit, mais jamais de façon professionnelle quelconque, quoi. J'étais devant les trucs et je vais mettre cette pièce-là ici, puis cette pièce-là, puis je vais essayer, enfin voilà. J'ai eu l'impression de comprendre les échecs en voyant ce truc-là, quoi. Et pourtant, enfin, tu comprends rien au dialogue, tu comprends rien au truc, tu comprends rien aux stratégies, enfin j'aurais jamais cru qu'on pouvait apprendre des stratégies par cœur aux échecs. Ça me paraît fou, moi. Mais j'y reviendrai un petit peu après avec le jeu, mais le fait qu'on ait un personnage de génie fait qu'on a un petit peu envie de le voir, surtout que c'est pas juste un génie, elle a aussi du coup des défauts à côté, mais j'y viendrai juste après, mais le côté génie te donne quand même envie d'y aller, notamment parce que tu vois que c'est un petit génie, tu vois que c'est un enfant prodige, une enfant prodige, tu la vois du coup enchaîner les victoires, il y a peut-être une ou deux situations où elle est un tout petit peu en stress, mais c'est presque plus pour des causes externes, extérieures au jeu que par rapport au jeu lui-même. Ils font en sorte que la plupart de ces gros opposants aux échecs aient un portrait particulier. Il y en a un qu'elle semble apprécier, donc du coup tu te dis ah merde, on n'a pas envie qu'elle lui mette mal, quoi.
Il y en a un autre qui, pour le coup, paraît être un sombre trou du cul. Il est tellement trou du cul qu'il la déconcentre et déstabilise un petit peu. Tu vois quand même cette succession de victoires, victoire, 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 juste montrer que quand elle arrive à la table, le mec la reconnaît et fait « Et merde !» Tu fais « Ah oui, quand même, elle impose, quoi !» Et quand t'arrives au premier échec, ça te marque à fond et t'as qu'une seule envie, c'est de l'avoir se relever et de l'avoir réaffronté ce personnage-là et peut-être réussir du coup, quoi. Et c'est ça du coup que je trouve vachement intelligent, enfin que ça arrive parfaitement à gérer l'investissement du spectateur dans l'histoire. Au tout début, plus avec sa vie privée, et plus on avance, plus ce sera par rapport à ses succès aux échecs ou à ses échecs aux échecs. Mais donc pour contrebalancer le côté génie, il faut un côté plus humain et plus terre à terre, voire même un peu larmoyant. Mais c'est vrai que ça marche plutôt bien, tout le côté avec son enfance, en fait, son enfance très traumatisante, avec ce qui s'est passé du coup avec sa mère. Je n'irai pas dans les détails, mais il y a tout un truc par rapport à sa mère. Tous les épisodes démarrent avec un flashback sur sa relation avec sa mère pendant son enfance et comment est-ce que on en est arrivé à ce qui l'a amené à l'orphelinat. Parce que ça, du coup, c'est le gros truc vraiment dur qui arrive dans sa vie, c'est l'arrivée à l'orphelinat, avec en plus ce symbole terrible, la gouvernante de l'orphelinat qui récupère sa robe et qui lui dit « Oh, on va la brûler !» Tu fais « Hein ?» Et surtout quand tu sais le passé par rapport à cette robe, etc. Et ça va être un symbole assez particulier aussi, le symbole des vêtements de Beth, et ça va être un des trucs qui va montrer à quel point est-ce qu'elle en chie, finalement. Malgré le fait qu'aux échecs, elle réussisse tout, mais elle en chie dans sa vie de tous les jours. Et bien sûr, le point fondamental qui fait qu'elle en chie vient de cet orphelinat, et c'est, je trouve ça génial, enfin les mentalités de l'époque, le fait qu'on bourre les enfants de calmants le soir pour qu'ils dorment, mais genre des trucs forts, quoi, qui créent des dépendances ensuite et tout, enfin tu fais... Les mecs étaient dingues, c'est pas possible. Tu lui crées un passé assez particulier qui fait qu'on la prend en pitié, et donc on a envie de voir sa progression, on a envie de la voir avancer. Et je trouve que ça crée du coup un rapport qui est assez intéressant avec ce truc de la drogue, parce que tu comprends qu'en fait la drogue, c'est pas un moyen pour elle de se réfugier, c'est presque son super pouvoir, quoi. Quand elle prend de la drogue, tu as l'impression que son esprit se libère encore plus et qu'elle voit les choses de façon plus claire. Ce qui paraît être un truc qui fait la promotion de la drogue, mais cette partie du scénario sera résolue et aura un arc particulier aussi, etc. Mais tu comprends du coup son rapport addictif avec ces calmants, et tu comprends ce que ça lui apporte. Notamment grâce à ce que fait la mise en scène, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle se défonce avec ce truc, elle a du coup des hallucinations qui sont liées aux échecs. Tu la vois modéliser et matérialiser des pièces d'échecs au plafond, utiliser tous les trucs à carreaux qu'elle peut voir partout pour y mettre des pièces et y faire des parties. Du coup, t'as un rapport assez particulier avec ce truc-là et tu comprends ce que ça lui apporte en plus. Tu vois que de base, elle gère de toute façon très bien les échecs, et tu vois que quand elle se sent un peu acculée, son premier réflexe du coup c'est d'aller se réfugier dans ce truc là, et là d'un seul coup elle se calme et tout devient clairvoyant. T'as un rapport particulier à ce truc là qui est à la fois une addiction difficile et dont il faut qu'elle se remette, et en même temps quelque chose qui peut lui servir quoi dans la vie de tous les jours. Donc il y a un rapport assez trouble à ce truc là qui est assez intéressant à gérer, parce que tu sais pas exactement comment te placer par rapport à cette question en fait, à ce problème. Et je dois dire que finalement je m'attendais à voir vraiment ce truc ce cliché quoi, de la nana qui est droguée à la fois au cacheton et à l'alcool et à tout ce qu'elle peut trouver comme drogue, et finalement pas tant que ça. Tu sens que l'alcool, les joints même, c'est quelque chose qui est plus festif pour elle, c'est pas non plus le truc ça défonce de base. C'est quelque chose dans lequel elle va se réfugier un peu plus tard dans le scénario, mais c'est pas du tout la base du personnage, et c'est pas non plus de là à en avoir une cirrhose du foie, quoi. Et même si t'es conscient des effets négatifs que peuvent avoir l'alcool et les joints, par exemple, sur sa vie, tu l'excuses aussi en voyant son passé, justement, quoi. C'est aussi, ses origines vont faire que tu lui pardonnes certains problèmes, parce que clairement, elle les a pas tous cherchés, en tout cas. Et puis en plus, tu vois que c'est un personnage, ce qu'il rattrape aussi, tous ces trucs-là, c'est que tu vois que c'est un personnage qui est extrêmement travailleur. Elle a un don naturel, mais elle va aussi le travailler. Et tu vois surtout qu'elle est extrêmement patiente. Il faut attendre la fin du 2e épisode, quand elle est déjà quand même un peu plus âgée, pour qu'elle ait enfin son premier jeu d'échecs. C'est une nana qui est parfaitement douée aux échecs, et personne ne nourrit finalement sa passion pour les échecs. Il faut même qu'elle mette de côté de l'argent elle-même pour pouvoir s'acheter son premier jeu. Mais du coup, t'as un sentiment de satisfaction tellement grand quand tu la vois à la fin du 2e épisode avec son petit plateau, poser ses petites pièces qu'elle a achetées bien conscieusement et tout. T'as une vraie satisfaction du coup de l'avoir réussi à obtenir enfin quelque chose qu'elle a voulu pendant des années, littéralement des années quoi. Cela dit, ça amène un petit truc. Ils sont très flous sur l'âge réel de Anya Taylor-Joy. Et ça se comprend un petit peu parce que grosso modo, à partir du moment où elle a 13-14 ans, Beth est jouée par Anya Taylor-Joy. Et ce sera jusqu'à ce qu'elle ait ses 26, 27, etc. Et à chaque fois tu te dis,
Elle passe, hein, en adolescente, ou en plus vieille, il y a un petit truc qui va pas. Et du coup, t'as beaucoup de personnages qui en parlent eux par eux-mêmes, quoi. C'est qu'ils font, disons que vous faites très mature pour votre âge, ou au contraire vous faites très jeune pour votre âge, etc. Ils maintiennent une certaine obscurité par rapport à son âge, parce que c'est le petit élément qui est un peu particulier de l'histoire. C'est à mon avis fait parce que c'est une mini-série et qu'il faut se concentrer sur une actrice lead en particulier, et tu peux pas faire comme un film où t'aurais fait juste 10 minutes avec la gamine, 20 minutes avec adolescente, et puis ensuite tu fais les 1 heure de film qui reste avec le personnage adulte. Là pour le coup, il faut très vite qu'on arrive à l'actrice finale, sinon on va avoir 3-4 actrices pour la faire à différentes étapes de sa vie. Déjà c'est plus chiant parce que ça coûte plus cher à payer, mais en plus ça aide pas à mettre ton actrice tête d'affiche en avant, quoi. Donc voilà, c'est le petit truc qui joue un petit peu sur son âge, mais sinon c'est vraiment très bien géré. Et y compris au niveau de la mise en scène. Alors je vais pas tout de suite passer à la mise en scène, mais autour de Beth il y a des trucs intéressants au niveau de la mise en scène, notamment dans sa chambre. Comme par hasard, le papier peint c'est un quadrillé. Donc elle est vraiment entourée par des trucs qui évoquent les échecs, et ils le font pas pendant tout le film, mais la série, pardon, mais à la fin de la série, dans les derniers épisodes, elle a une tenue qui semble être une tenue de dame blanche au final, parce qu'elle a donc ce grand manteau blanc, et elle a son chapeau, sa chapka en plus, et la chapka ressemble vraiment à une pièce d'échec, parce que c'est la couronne avec le petit rond, le petit pompon au-dessus, qui est la façon qu'on a de faire les pièces d'échecs de la reine, notamment dans les jeux d'échecs. Donc tu vois du coup qu'il y a des projections par rapport au personnage et à ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours, qui marchent plutôt bien et qui font ressortir des trucs intéressants. Il y a un petit détail que j'adore d'ailleurs dans sa tenue, c'est que sa coiffure est faite spécialement pour filmer les profils. C'est-à-dire qu'elle a une coiffure avec des boucles un peu partout, et il y a une boucle qui est faite spécialement pour bien dégager son œil sur le côté, ce qui fait que quand elle se tourne par là, elle a jamais les cheveux sur la gueule, la boucle est toujours bien en arrière pour te permettre de voir son regard. Donc il y a des petits détails comme ça qui sont intéressants dans sa tenue, je trouve. Et alors, comme je le disais, pour finir du coup sur Anya Taylor-Joy qui fait une performance sensationnelle et qui est parfaite pendant absolument tous les épisodes, je l'ai pas précisé, mais pour moi ça coule de source avec Anya Taylor-Joy, c'est une excellente actrice, elle est toujours très douée dans tous les rôles qu'elle joue. Alors là, du coup, je trouve ça fou qu'on apprenne des stratégies complètes d'échecs et qu'on puisse, du coup, quand on a une partie, se dire, tiens, je vais faire cette stratégie-là qui va bouger telle pièce, puis ensuite telle pièce et telle pièce et tel machin. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Parce que je me dis, tous ces joueurs d'échecs les connaissent ces stratégies, et du coup, si tu vois que tu démarres sur une stratégie, tu dois bien avoir la stratégie en tête et savoir ce qu'il faut pas que tu fasses, en fait. Ou alors, il y a des mouvements que tu peux pas éviter, parce que sinon, si tu les évites pas, tes pièces sont mangées trop vite, ou un truc dans ce genre-là, mais je sais pas, ça me paraît particulier. Mais alors, le truc, c'est que pour une actrice qui a juste à le jouer, c'est ouf le nombre toutes les parties d'échecs qu'elle a eu à apprendre, quoi. C'est toujours parfaitement quoi faire. À chaque fois qu'elle bouge une pièce, t'as l'impression qu'elle sait exactement quoi faire. Et c'est pas comme si c'était juste un film où il y avait genre 2-3 parties, quoi. Il y a une dizaine ou une vingtaine de parties d'échecs, bon, pas toutes centrales au scénario, mais il y a une dizaine ou une vingtaine de parties d'échecs par épisode. Et la séquence qui m'a particulièrement bluffé, c'est la séquence de speed chess, où elle doit jouer aux échecs extrêmement rapidement, donc t'as pas le temps de la réflexion, tu dois juste agir à l'instinct. Et il y a un moment où elle joue en speed chess contre 3 personnes, un truc dans ce genre-là, et tu fais, mais comment est-ce que l'actrice a appris les déplacements de toutes les pièces sur tous les trucs? C'est pas comme si on avait qu'une ou deux, quoi. Il y en a quand même un paquet sur l'échiquier. Et putain, à chaque fois qu'elle joue au truc, c'est bluffant, quoi. C'est assez magnifique. On reviendra à la mise en scène, du coup, et notamment autour des jeux d'échecs un peu après. Je voulais finir sur les personnages rapidement, parce que les autres personnages vont aussi être très intéressants pour faire ressortir du coup ce personnage. C'est un personnage qui, naturellement, orpheline, est en quête de parents d'adoption, et donc elle a sa mère d'adoption, mais qui a un parcours très particulier elle aussi. D'ailleurs, quand elle devient vraiment la mère, elle a une attitude qui est particulièrement relaxe, mais c'est assez rigolo en même temps aussi. Ça en fait un personnage qui est assez sympathique finalement à l'écran, quand tu te rappelles pas que sa fille est censée être mineure et vu ce qu'elle lui fait faire. Et t'as le vieux monsieur qui lui a appris à jouer aux échecs, qui est du coup une sorte de père de substitution pour elle, mais tu t'en rends pas vraiment compte avant d'arriver à certains épisodes beaucoup plus loin en fait. Au début, il est juste présenté comme le mentor, l'espèce de Gandalf qui lui apprend la magie des échecs, dans un parcours du héros, mais tu sens venir après l'impact qu'il a eu sur elle et l'impact que elle a eu sur lui également, qui est assez joli. Ça fait une belle relation qui est assez intéressante. Et en même temps, tous les pères, les vrais pères biologiques sont toujours très mal représentés dans le film. Ils ont toujours une attitude absolument pourrie et ils reproduisent toujours les mêmes trucs. Il y a 2 personnages, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi utiles que ça, 2 personnages à qui apparaissent quand elle s'inscrit à son premier tournoi d'échecs, et ils reviennent tous les épisodes d'après. Je pensais que c'était juste les mecs de l'inscription, ouais, pourquoi est-ce que d'un seul coup elle devient pote avec eux et elle les voit régulièrement et tout, ça me paraissait bizarre. Celui qui est le plus intéressant, c'est Benny, du coup, qui est l'autre enfant prodige, donc c'est à peu près
le seul joueur d'échecs au monde qui peut être un challenge pour elle, quoi, qui est compliqué à battre. Il surjoue un peu le bad boy, mais en même temps le personnage est fait comme ça, quoi. C'est un personnage qui s'habille tout en noir avec un chapeau de cow-boy et tout. Tu sens que c'est le genre de mec qui se donne un look, qui joue un petit peu un rôle, mais c'est aussi un personnage qui est travaillé pour que t'aies assez envie qu'elle s'en rapproche. Et notamment, c'est un des personnages les plus sexualisés de la série. Il y a tout un épisode, notamment quand on commence à se rapprocher, où il est pendant toute une scène torse nu ou pieds nus pendant tout le truc, etc. Enfin, il prend des poses qui le cambrent un petit peu, qui mettent un peu en avant son corps. Enfin, c'est pas cambré genre gay, mais cambré genre sexy, quoi. T'as envie du coup de voir soit de les voir se rapprocher, soit de voir ce qui va se créer en fait en mettant ces deux personnages l'un à côté de l'autre, quoi. T'as l'impression que c'est comme si t'amenais deux grosses sources d'énergie l'une à côté de l'autre et que tu dis est-ce que ça va faire des étincelles ou est-ce que ça va être compatible ou est-ce que c'est un truc qui est assez intéressant et son rapport avec ce mec-là et tout un tas de mecs dans sa vie est assez intéressant de traiter de façon assez subtile, assez un petit peu grise pour certains personnages. Et puis t'as des personnages qui sont un peu redondants et qui servent pas à grand chose, notamment ce que j'appellerais les deux personnages Netflix, c'est-à-dire le gay et la noire. Je sais qu'on devrait pas dire des trucs comme ça, mais Netflix, ils ont vraiment un cahier des charges très précis par rapport à ça. Il faut toujours que les minorités soient représentées dans leurs œuvres. Et honnêtement, à ce niveau-là, j'ai l'impression de pas comprendre exactement ce qu'ils foutent là. Il y en a un donc qui va être révélé gay, alors que t'as pas du tout de soupçon qu'il puisse y avoir un truc comme ça. Au contraire, t'as plutôt l'impression qu'il est attiré par elle. Et très franchement, je sais pas ce que ce gars ajoute à l'histoire. Mais comme c'est bien écrit, comme il y a les dialogues sont bien écrits, les relations sont assez tendues, tu sens justement qu'ils se cherchent un petit peu, etc. T'as quand même envie de voir où elle va aller cette relation, et du coup j'ai été assez déçu de voir qu'elle se terminait un peu en eau de boudin, quoi. Et puis on a Jolene, qui est sa meilleure amie à l'orphelinat, qui disparaît un petit peu de la série ensuite, mais qui aura quand même quelques actes de présence, j'essaie de pas trop spoiler. Mais honnêtement, quand elle a des actes de présence, pareil, t'as l'impression qu'elle sort un peu de nulle part. Et que ce rôle aurait pu être tenu par quelqu'un d'autre qui aurait eu un truc plus récurrent dans l'histoire, un truc dans ce genre-là, mais quand tu la vois arriver, t'as l'impression que le scénario sort complètement de ses rails pour d'un seul coup aborder toutes les luttes des minorités qui ont lieu à l'époque, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un personnage sur lequel je suis un peu mi-figue mi-raisin. Elle et comment il s'appelle le gay? Je vais pas l'appeler le gay pendant tout le truc. S'il y a des gens qui pensent que c'est méprisant, je suis gay moi-même, hein. C'est juste que c'est à ça qui sert dans le truc, quoi, c'est le gay. Limite le premier émoi sentimentalo-sexuel de Beth, mais très limite, quoi. Son parcours par rapport à la sexualité, je le trouve assez rigolo. Quand tu vois où elle en arrive au bout d'un moment, tu dis, il y a des répliques qui marchent bien. Un des personnages qui est les plus marquants, mais bien qu'il soit très peu à l'écran, c'est le Russe, qu'elle va affronter au final, qui est le champion russe et le champion mondial, qui est le joueur le plus doué, le plus dangereux, etc. Et c'est le seul mec qui vraiment la dépasse, elle. Et du coup, c'est son challenge ultime, quoi. Et c'est d'ailleurs, l'histoire est encadrée par ça. Le premier épisode démarre avec un flash forward juste avant son affrontement avec ce mec-là. Et quand, juste avant qu'ils s'affrontent, on commence l'histoire vraiment à ses débuts, c'est-à-dire quand elle arrive à l'orphelinat. Et donc, c'est là qu'on peut passer à la mise en scène parce que ils ont réussi à rendre tous ces affrontements aux échecs ultra prenants et ultra bien faits. Alors déjà il y a pour parler des échecs, parlons justement de ces projections 3D parce que je les trouve vraiment ultra intéressantes. Il y a souvent des plans en grue qui reculent et au fur et à mesure qu'ils reculent, ils vont finir par laisser passer à côté d'eux une des pièces du jeu d'échecs et plus ça va reculer, plus tu vas avoir d'autres pièces d'échecs qui vont se révéler. Les échecs s'imposent dans sa vie presque, s'imposent dans le cadre du coup et s'imposent dans sa vision. Et ça fait du coup des plans qui sont assez magnifiques, qui sont généralement très bien tournés. Il y a un sentiment extrêmement puissant en fait là-dessus. C'est une façon d'utiliser les effets spéciaux de façon assez forte, parce que c'est un symbole en termes de mise en scène, quoi. On symbolise ce qu'elle a dans la tête, et ce qu'elle a dans la tête est tellement fort, tellement dur, que du coup ça arrive dans la vie réelle. Tu comprends que à ce moment-là, elle passe un stade au-dessus, quoi. C'est le moment où ça chie, quoi. Maintenant ça va chier, donc je vois mon truc, mon échiquier en 3D qui arrive au-dessus, et j'élabore ma stratégie. Ça permet du coup de créer un enjeu, de créer une tension, parce que tu dis, bah là c'est le moment où elle met tout. Si elle échoue, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui est vraiment pas bon au niveau du scénario, donc t'es tendu pour voir si ça va marcher ou pas. Filmer certains jeux avec des plans zénithaux où on va du coup il y a un côté un peu divin, notamment avec l'affrontement avec le Russe. L'affrontement final il démarre comme ça avec un grand plan zénithal sur le plateau d'échecs au milieu et puis les deux opposants qui sont l'un en face de l'autre. On va faire des travelling circulaires autour des personnages. Le travelling circulaire, c'est vraiment le plan du... on est en train de cogiter, on est en train de se faire tourner les méninges. Tu fais tourner un plan circulaire autour des personnages qui sont en train de parler ou qui sont en train de jouer.
c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Quand elle est dans des situations où elle est plus stressée, où elle sait pas trop si elle va réussir, la caméra est tiltée du coup sur le côté, fait pivoter sur le côté très légèrement pour montrer qu'elle est déstabilisée, qu'elle a plus ses repères, c'est pas habituel pour elle de pas gagner, d'être en situation de difficulté. Ça utilise du coup la caméra pour faire ressortir ses difficultés. Mais tu peux pas faire ça sur toutes les parties d'échecs, tu peux pas être concentré à fond sur toutes les parties d'échecs, donc il y a aussi des façons de faire passer le truc. Il y a beaucoup de plans qui vont faire des travelling notamment, qui vont récupérer la partie un moment, qui vont aller filmer autre chose et qui vont revenir sur le truc. Un plan séquence où tu la vois commencer une partie, la caméra bouge jusqu'à arriver au grand panneau, il y a un fondu sur ce panneau-là, et ensuite le travelling revient sur la table pour te montrer la fin de la partie. C'est intéressant comme façon de faire passer le temps. On va aussi faire des parties d'échecs qui vont être montrées en stop motion. Il y a à peu près une technique différente pour illustrer les parties d'échecs par épisode. Il y a des fois où ils font des montages, où ils enchaînent des tonnes de parties, il y a certains concours où ils font des split screen pour que tu vois tous les trucs en même temps. Et il y a même certains choix qui sont assez culottés et assez osés. Parce que certains de ces combats, intéressant comme lapsus, certaines de ces parties les plus importantes vont être totalement passées sous silence. Et c'est presque un peu frustrant en fait, quand tu vois le truc, tu te dis oh merde, j'aurais bien voulu l'avoir, mais en fait c'est un bon jeu du coup avec les trucs parce que tu sais pas comment s'est passée la partie et c'est le dialogue que tu vois après qui va te dire qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est intéressant du coup de l'avoir passé sous silence totalement. Je trouve que c'est un choix de réalisation qui est plutôt intéressant. Et le truc central de cette série, qui est fait dans tous les épisodes pour le coup, c'est que cette série repose énormément sur des champs contre champs qui sont parfaitement centrés et avec un regard caméra direct. Pourquoi est-ce qu'on décide de faire des cadres aussi frontaux, aussi directs par rapport au spectateur? C'est parce que on joue aux échecs. Et les échecs, c'est la situation la plus frontale que tu peux avoir. T'as deux camps, ils sont l'un en face de l'autre, ils peuvent pas bouger de leur truc, et quand ils lèvent les yeux de leur échiquier, c'est pour se regarder dans les yeux, quoi. Et du coup, tu reproduis ce sentiment de conflit, de confrontation, dans ces champs contre champs qui sont avec regard caméra direct, et qui sont du coup assez marquants, quoi, assez opposés les uns aux autres. On fait pas plus opposés que des plans qui sont avec un regard caméra direct, quoi. Généralement, quand on fait des plans, on essaye de mettre le regard juste un tout petit peu à côté. Là, je regarde juste le bord de mon objectif. C'est-à-dire juste à côté du verre de l'objectif, la bague qui permet de faire le point. Et vous avez l'impression que je regarde plus vers la caméra si je regarde juste là. Ça décale juste un petit degré, ça suffit à faire la différence. Assumer du coup le regard caméra, c'est quelque chose de très frontal et ça paraît logique quand tu parles des échecs qui sont le truc le plus frontal du monde, quoi. On oppose deux camps. Et le travail de la lumière est relativement intéressant globalement dans toute la série. On va dire que en gros, plus elle va mal, moins il y a de lumière. Et à chaque fois qu'il y a des échecs, il y a toujours un ray de lumière qui débarque ou une source de lumière quelque part parce que tu sens que c'est le truc qui la passionne, quoi. Mais c'est vrai que dès qu'elle va pas bien, par exemple, je crois que c'est l'épisode 5 où elle est le plus au fond du trou, peut-être l'épisode 6, et dans cet épisode-là, par exemple, presque toutes les scènes sont tournées de nuit. Ce qui se fait très peu dans le reste de la série. Dans le reste de la série, c'est presque quasiment que des scènes de jour. Mais là, du coup, il y a pas mal de scènes de nuit pour montrer que elle est pas bien et il y a tout un tas de choses qui vont pas, quoi. La lumière va vraiment être travaillée comme ça en douche, parfois de pile poil au-dessus de la table d'échecs, par exemple, pendant la dernière partie, pour montrer que c'est là que le truc grave arrive, c'est là qu'il y a les enjeux, c'est là que ton attention en tant que spectateur doit se concentrer. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse opposition entre les sources de lumière très claires et des environnements qui sont très sombres, notamment plus au milieu de la série, puisque c'est le moment où les choses vont moins bien, et notamment il y a un gros travail des raies de lumière, souvent dans des ambiances un petit peu enfumées et justement un peu sombres, donc il y a un travail de la lumière grosso modo dans toute la série qui passe plutôt très très bien, et il y a un travail de la caméra en général qui passe assez bien, parce que c'est vrai que c'est une série qui est très très bien réalisée. Donc je vous ai parlé des plans en grue sur les jeux d'échecs en 3D, et la façon de tourner les jeux d'échecs classiques. Mais toute la série en général possède de très jolis plans, et notamment c'est une série qui arrive très bien à gérer son budget assez restreint de série à travers ses décors et comment est-ce qu'elle utilise ses décors. La plupart des parties d'échecs vont avoir lieu dans des hôtels, des grands hôtels, très grands. Tourner dans un hôtel, c'est pas ce qu'il y a de plus cher non plus. Il y a des décors qui coûtent beaucoup plus cher que ça, mais du coup, quand tu tournes dans l'hôtel, t'as les chambres qui te sont réservées dans lesquelles tu peux faire ce que tu veux, et chaque chambre, du coup, a un truc un peu différent, ça fait un décor un peu différent, et surtout, ils exploitent constamment le lobby de l'hôtel et les premiers niveaux. Il y a quasi toujours, quand elle arrive dans un hôtel, un grand plan séquence qui te montre l'étendue, la vaste étendue de l'hôtel, des plans steadicam qui vont la suivre un petit peu partout. L'épisode 3, il y a un très grand plan séquence qui la récupère vraiment de l'entrée de l'hôtel jusqu'au premier niveau où il y a une espèce de petit salon pour faire une réception. Elle arrive à l'étage, rencontre quelqu'un, fait toute sa scène de dialogue et genre quasi, il y a que les 2 dernières répliques, je crois, où il y a un cut pour passer à un autre plan, quoi. C'est un plan qui est quand même assez audacieux, notamment pour une série qui a pas non plus 3 heures pour faire certains plans, quoi, et notamment sur ce plan-là parce que les lumières sont extrêmement plongeantes et extrêmement rasantes, et ils ont réussi à s'en sortir pour qu'il n'y ait jamais une seule ombre projetée sur l'actrice ou ailleurs dans le décor. J'en ai pas vu, j'ai pas vu de défaut de caméraman qui serait pris dans la lumière et dont l'ombre apparaîtrait quelque part, alors que pourtant avec cette chorégraphie, ces angles de caméra, je me dis
il y a quand même un ou deux plans, on aurait dû voir une ombre, là, c'est quand même plutôt bien foutu. Donc c'est vrai qu'il y a des plans qui sont assez bluffants en termes de réalisation et de mise en scène, et surtout qu'ils exploitent du coup très bien ces grands décors, ces grands hôtels. Il y a un peu le même défi à un moment où on la voit arriver à l'hôtel qui est à Moscou, et la caméra la suit jusque dans la porte du lobby, et il y a beaucoup de marbre sur le côté, avec beaucoup de reflets, et donc on la voit elle qui se reflète, et on arrive à ne pas voir le caméraman, et je sais pas, avec cet angle-là, comment est-ce qu'ils ont pu se débrouiller. Il doit juste être dans l'ombre, il doit y avoir un truc, ils ont dû recouvrir d'un drap ou je sais pas trop quoi, parce que les trucs les plus sombres se reflètent beaucoup moins bien dans du marbre, dans ce genre-là. Mais il y a une astuce quelconque, parce que c'est pas normal qu'on n'ait pas vu le cadran à ce moment-là, il y a un truc qui est ouf. Tu sens un tout petit peu le budget de la série, avec les plans paysages, les plans larges sur les villes, notamment Las Vegas et Moscou en particulier. Moscou, c'est une catastrophe. Certains plans comme ça où tu sens un petit peu la matte painting, donc la peinture, quoi. C'est pas un vrai décor numérique, etc. Et ça fait un petit peu moche. D'un autre côté, il y a, au même endroit à Moscou, il y a un plan qui est très intéressant où tu vois la caméra qui sort de la pièce dans laquelle le Russe s'entraîne, passe à travers la fenêtre, un petit peu à Harry Potter, vous savez le plan dans le train dans Harry Potter 6, le plan qui sort d'une des fenêtres, qui fait tout le long du mur et qui rentre ensuite dans la fenêtre de la chambre de Beth. Et donc en plan séquence, on est parti d'un opposant pour arriver à l'autre, quoi. La réalisation et la mise en scène est vraiment très bien foutue dans absolument toute la série. Certains plans qui sont au ras du sol, etc. Et donc pour rentabiliser les décors, parce que c'était là-dessus que j'étais surtout au début, ils rentabilisent très bien par exemple le décor de la maison de Beth et de sa mère. Déjà dans chaque épisode, tu te concentres sur un lieu différent. Au tout début, t'es plus dans sa chambre en fait à elle, et tu vois très peu l'entrée, le grand salon. Tu vois surtout le côté piano, et en fait ils utilisent vachement cet espace-là pour un épisode, et puis l'épisode d'après, tu vas avoir des scènes qui seront beaucoup plus concentrées dans le salon, l'épisode d'après, tu auras des trucs qui seront beaucoup plus concentrés dans la cuisine, et entre deux épisodes, on va faire une saute dans le temps, et c'est elle qui va récupérer la maison, et donc tu vas avoir la même maison, mais réaménagée du coup différemment. Et donc du coup, même si c'est un décor que tu connais déjà, t'as l'impression que c'est un décor différent, parce que du coup, on a réaménagé tout le truc, et le décor n'a plus le même feeling, il sent un petit peu différemment. Mais en termes de tournage, ça a coûté que dalle, quoi. C'est rien à faire, quoi. Rhabiller une pièce, remettre un peu de papier peint, ou mettre de la peinture, etc., changer les meubles, c'est un truc qui se fait en une journée, voire même en quelques heures. Donc du coup, c'est vrai que c'est une façon intéressante de rentabiliser son argent, utiliser des hôtels qui te permettent d'avoir plein de décors pour à peu près le même prix, et utiliser cette chambre-là d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui est du coup assez intéressant dans la façon de gérer économiquement le budget de la série. Et puis pour finir vite fait sur le fait de rhabiller les décors, la série a réussi à trouver des décors qui faisaient vraiment années 60. Il y a un petit croisement de rue qui a pas dû évoluer depuis cette époque-là, du coup, et qu'ils ont utilisé, peut-être un peu réhabillé. Le magasin de vêtements, par exemple, les trucs dans ce genre-là, enfin, ils ont, même les hôtels, tu sens qu'ils sont d'une certaine époque aussi, quoi, qui sont pas aussi modernes que nos hôtels actuels. Tu sens qu'ils ont un vrai travail de reconstitution de l'époque, qui passe très bien, qui est le style, y compris dans les vêtements, par exemple, que les personnages vont porter, etc. Tu sens vraiment la marque des années 60. Très belle reconstitution, très bien faite. Voilà, je pensais pas en dire autant, du coup. Je pensais que ça passerait beaucoup plus vite de résumer tout ça. Je vous encourage donc, si vous ne l'avez pas compris, à regarder The Queen's Gambit. C'est une histoire parfaitement racontée, parfaitement filmée. C'est un scénario qui est très bien écrit. Il y a des bons dialogues. C'est honnêtement sans doute la meilleure série que j'ai vue faite par Netflix jusque-là. Au-dessus de Dark. En plus, c'était pas la même série, parce que là, c'est vraiment une série avec une fin précise, quoi. Il peut pas y avoir de saison 2 ou un truc dans ce genre-là. Enfin, il pourrait peut-être, surtout qu'elle a bien marché, mais à l'heure actuelle, c'est annoncé comme une série one-shot. Ce qui me paraît être le mieux, d'ailleurs, sur Netflix, c'est leur meilleure façon d'employer leur argent et de faire tout un tas de trucs. Mais a priori, c'est vraiment la série one-shot la plus intéressante que j'ai pu voir sur Netflix. La mieux construite, la mieux faite, la mieux écrite. Donc là, pour le coup, Netflix nous a filé de la vraie qualité, de la bonne grosse qualité, quoi. C'est pas toujours le cas avec Netflix, mais quand c'est le cas, il faut le signaler et le saluer, et je le signale et le salue. Bravo Netflix, cette série était vraiment très bonne. Voilà, donc je vous encourage à regarder The Queen's Gambit. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!